Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer du sein. Alors ce cancer est un véritable enjeu de santé publique. En effet, avec plus de 58 000 nouveaux cas en 2018, le cancer du sein se place au premier rang des cancers chez la femme. Le cancer du sein est également celui qui cause le plus grand nombre de décès chez la femme. Alors pour en parler, on accueille Carole. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors, près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans, mais toi, tu as découvert ton cancer alors que tu n'avais que 24 ans. Mais cela ne t'a pas empêché de vivre ta vie à fond et même de lancer ton propre blog, The Pooch Girls, dont l'objectif était de partager ton expérience et aujourd'hui tu es suivie sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier. Alors peut-être que tu peux commencer par une présentation ? Je m'appelle Carole Furiot, j'ai 27 ans, je suis originaire de Troyes, j'habite à Paris depuis quelques années. Et je travaille en tant qu'acheteuse informatique et digitale. Comme on l'a dit, tu as découvert ton cancer très jeune. Alors, quels ont été les symptômes et comment la maladie t'a-t-elle été diagnostiquée ? Alors, c'était un week-end où j'étais chez moi l'été et ça m'a pris soudainement. Je pensais à ma grand-mère maternelle qui est morte d'un cancer du sein à 42 ans. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire des autopalpations de manière assez régulière, plusieurs fois dans l'année. Et de pas attendre du coup la première mammographie à 40 ans. Et donc là je savais pas trop comment faire à l'époque, je savais pas qu'il y avait tout un protocole à respecter pour faire l'autopalpation, donc juste palper mes seins. Et j'ai senti une boule dure à mon sein gauche. Et là je me suis dit on connaît pas. En tout cas je ne connais pas très bien mon corps parce que je savais pas si c'était juste une boule qui peut-être qu'il y a des boules parfois qui apparaissent et qui disparaissent, je savais pas. Donc je me suis dit je vais attendre 24 heures. Peut-être 48 heures, et au bout de 48 heures, la boule était toujours là. Donc j'ai appelé ma gynécologue, qui m'a envoyé faire des examens dans un centre pour faire une échographie, une mammographie, puis ensuite on a fait une biopsie. On a fait pas mal d'examens, et je l'ai revue peut-être 3 semaines après qu'on ait commencé à organiser mes examens. Et ça m'avait surprise, elle avait pas voulu m'en dire plus au téléphone. Heureusement, du coup, ma maman était venue avec moi ce jour-là à ce rendez-vous. Et elle a commencé le discours en expliquant que c'était pas bénin. D'accord. Et là, du coup, j'ai compris que c'était un cancer du sein. Et tout s'est effondré, quoi. Ouais, j'imagine. Tu étais jeune, comme on l'a dit. Comment est-ce que tu as vécu, du coup, cette annonce ? Cette annonce, ça m'a vraiment bouleversée d'entendre ce mot-là. En fait, je savais même pas qu'on pouvait avoir un cancer du sein à 24 ans. Donc j'étais complètement bouleversée. C'était une époque où je m'épanouissais vraiment à fond, que ce soit dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle. Je comprenais pas, j'étais entre le choc et l'incompréhension. Sauf qu'au final, le mot cancer me faisait très peur, mais je savais même pas ce qui m'attendait. En fait, je savais, c'était un peu l'inconnu, je savais pas ce que ça voulait dire. Je me réveillais au début les nuits en sursautant, j'ai un cancer. J'arrivais pas à me faire cette idée-là, puisqu'au final, la veille, je savais pas que j'avais un cancer et je me sentais très bien dans ma peau, quoi. Puis on s'imagine jamais que ça peut nous arriver. C'est ça, toujours les autres, mais jamais nous. Et d'autant que visiblement c'était pas bénin le cancer que tu avais. Non, c'est ça, mais c'était Et est-ce qu'à travers les différents examens que tu as pu faire, tu as pu savoir au final quelle était l'origine ou la cause de ton cancer ? Oui, tout à fait, j'ai pu le savoir. Mon chirurgien, mon oncologue m'ont envoyé faire au service génétique de l'Institut Curie. Donc de là, j'ai rempli tout un questionnaire sur mes antécédents familiaux et sur moi, mes habitudes de vie. Et on a fait un prélèvement buccal, une prise de sang, et tout ça, ça a déterminé que mon cancer était d'origine génétique. D'accord. J'ai le gène BRCA1 qui est muté. Et ensuite, on a fait des examens sur mes parents et mes grands-parents. Et on a découvert qu'en fait, ça venait de la branche paternelle. C'était mon père et mon grand-père, paternelle du coup, qui m'avaient transmis ce gène muté. Mais eux auraient pu avoir un cancer du sein, parce qu'il faut savoir qu'il y a des hommes qui peuvent avoir des cancers du sein, mais eux ne l'ont pas exprimé. Donc effectivement, ça a dû être un choc pour toi, mais comment est-ce que ça a impacté ta vie au quotidien ? Ça a impacté ma vie à beaucoup de niveaux. Mais déjà au niveau du regard, en fait, le regard des autres, quand
enfin, le regard de soi déjà, c'est difficile parce que au fur et à mesure j'ai vu mes cheveux tomber, puis ensuite mes sourcils, mes cils, j'avais un sein en moins, enfin, je veux dire tous les repères en fait physiques que je me connaissais, comme je les perdais au fur et à mesure. Et c'est dur en fait, je me trouvais pas moche, mais je me voyais différente, c'est bizarre. Et puis le regard des autres aussi, parfois, je sais pas, on marche dans la rue, on écoute de la musique, je vais très bien, et puis je regarde quelqu'un qui me regarde avec tristesse parce que je porte un turban et qu'on associe souvent ça au cancer et ça nous ramène à la réalité quoi. Donc ça c'est pas évident et moi au début j'avais vraiment je ressentais ce besoin de continuer à travailler parce que j'avais envie de continuer à perdre comme si tout était normal mais c'était très difficile. Au début j'ai travaillé donc 2 jours sur 5 pendant toute la première étape de mon protocole, donc la chimiothérapie. C'était dur parce que j'avais des effets secondaires c'est important, je devais dormir plus de 10 heures, parfois c'était 11 heures. J'avais souvent des globules blancs qui étaient beaucoup trop faibles, donc j'avais des épisodes de fièvre, après j'avais des globules blancs trop rouges, j'étais fatiguée, je devais me faire transfuser, enfin c'était dur en fait de jongler au final entre le côté malade et le côté je fais semblant de pas être malade, mais je suis quand même en fait, donc et puis après c'est pour ça que après j'ai arrêté vraiment de travailler pour me recentrer sur moi. Et puis sinon je me suis dit ça va pas être tous les jours facile et les jours où je me repose, je suis chez moi, je vais essayer de faire des nouvelles activités, je voulais essayer qu'il y ait des petits morceaux au final de cette vie durant le protocole qui soient malgré tout positifs. Pendant ma chimiothérapie, j'avais du mal à associer la nourriture que j'aime beaucoup d'habitude de manger à un plaisir parce que j'avais des sortes d'odeurs de femmes enceintes. Mais j'ai trouvé d'autres choses, je me suis dit typiquement je vais commencer à créer des bijoux. Ça m'a beaucoup plu, j'étais contente, puis ma copine les trouvait stylés, donc je me suis dit c'est sympa. Et après je me suis dit que j'allais me mettre au tricot pour faire des pulls vraiment très stylés aussi. Alors ça c'était un peu un échec, c'est pas grave, j'ai essayé au moins. J'ai essayé. Et tu vois, j'ai commencé à mettre des activités artistiques où je me suis dit si jamais je suis trop fatiguée pour arrêter, j'arrête, c'est pas très grave. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Effectivement, les difficultés sont assez nombreuses, on le voit. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à surmonter tous ces défis ? Moi, il y a 2 choses qui m'ont aidé à surmonter tous ces défis-là. Le premier, ça a été d'échanger avec des personnes qui vivaient la même chose que moi. J'avais échangé avec des personnes sur Instagram au moment justement de ma phase où l'après-cancer arrivait. Et ça m'a fait un bien fou en fait de voir que j'étais pas seule à vivre cela, que c'était normal. Et elle me disait ce qui les avait aidés pour surmonter cette étape-là. Et ça m'a fait un bien fou tout cet échange avec la communauté. C'est important de pas être seule en fait. C'est important de pas être seule. Et parfois on pense que on est bien entouré avec sa famille, ses proches. Mais l'entourage aussi de personnes qui vivent la même chose, je pense que c'est fondamental. Oui, parce qu'en plus, peut-être quand on n'est pas touché, on comprend pas par quoi on passe. C'est ça. Bien sûr, parfois, en effet, quand on n'est pas dans la peau de la personne malade, on ne peut pas comprendre. Moi, je sais qu'il y a plein de fois où j'ai mis vraiment un point d'honneur à la communication avec mes proches, parce que pour moi, c'était hyper important en fait de leur expliquer pourquoi là, j'allais pas bien, pour qu'ils comprennent et qu'ils me soutiennent. Parce qu'en effet, on réalise pas tout le temps. Avec les personnes justement qui vivent la même chose que nous, on met vraiment les mots entre nous, on se comprend et ça aide en fait à cheminer vers ce processus de résilience. On libère en fait nos émotions. Ça c'est top. Et ce qui m'a vraiment beaucoup aidé aussi, c'est les activités artistiques que j'ai pu faire avec l'association Skin. D'accord. En fait, l'asso Skin aide les femmes et les hommes malades de cancer à aller mieux en fait, à mieux vivre cette phase d'après-cancer via notamment l'art. Et du coup, moi, j'ai fait des ateliers de sculpture, également de théâtre. Et en fait, ça m'a fait déjà beaucoup de bien. Par exemple, la sculpture, j'avais choisi de mouler ma main. C'était à une époque où mes mains étaient hyper abîmées avec ma chine neurale, elles étaient hyper sèches, rouges, alors que c'est une partie de mon corps que j'aimais beaucoup. Et le fait de la mouler et ensuite de dessiner dessus avec des jolies formes, et puis ensuite de peindre avec des belles couleurs dessus, le fait de la voir belle, et puis moi d'avoir créé quelque chose de beau, ça m'a beaucoup aidé. Puis en plus, il faut savoir que la confiance en soi, moi déjà j'avais pas beaucoup confiance en moi avant le cancer. Donc avec le cancer, c'était hyper compliqué parce que je faisais pas grand chose, donc je me dévalorisais beaucoup. Et là, le fait de produire quelque chose de beau, waouh, ça aide en fait. Bien sûr. En plus, c'était un atelier où les autres personnes étaient super sympas, donc c'était dans un cadre très bienveillant, d'échange toujours, qui fait du bien.
la partie théâtre, ça m'a aidé, ça m'aide à apprendre à me connaître. Parce qu'on fait plein d'exercices où justement on essaie de jouer parfois des rôles, et puis c'est comme ça aussi je trouve qu'on apprend à se connaître, donc ça c'est une petite étape. Et puis j'ai aussi fait un shooting photo, et ça faut savoir, moi je trouve que le shooting ça aide beaucoup à aller de l'avant quand on a un cancer, parce que justement l'aspect psychologique il ne fait qu'évoluer, alors se reconnaître alors qu'on est en constante évolution, que ça bouge tout le temps, que c'est pas ce à quoi on ressemblait avant, c'est très dur. Et c'est dur après moi j'avais du mal du coup à me reconnaître et puis à aimer vraiment cette nouvelle image de moi. Et le shooting que j'ai fait avec la Soskin, ça m'a beaucoup aidé parce que je trouvais que les photos étaient belles et du coup j'aimais bien au final je réalisais que j'aimais bien cette nouvelle image et c'était parce qu'en plus avec ce cancer il y a quand même une part de féminité qui est gommée d'un certain temps, déjà la part des cheveux, donc des choses qui sont visibles en plus, donc c'est forcément ça remet un petit peu en question son image, et donc j'imagine que ça a dû t'aider à aller au-delà de tous ces aspects-là, quoi. Tout à fait. Et puis peut-être à te retrouver différente, parce que grandie à cause de la maladie, mais en tout cas de te retrouver une nouvelle femme. C'est ça, c'est différente mais tout aussi jolie. Du coup aujourd'hui t'en es où? Quels sont tes projets actuellement? Alors dans mes projets, au niveau personnel, j'ai envie de continuer à profiter de mes proches à 100%, à continuer là je me suis lancée dans des nouvelles activités. Typiquement là je fais de la plongée en piscine pour passer mes premiers niveaux de plongée et pour pouvoir plonger ensuite en mer ensuite, et ça par exemple j'adore, ça me relaxe et j'ai envie du coup de continuer à m'épanouir dans cette nouvelle activité là. J'ai aussi envie de continuer l'activité que j'avais entamée pendant mon cancer, mon blog. Mon blog, The Pooch Girls. The Pooch Girls, Pooch, c'est écrit comme un Pooch. Pour moi c'était l'idée de dire que je me soulevais, non pas contre la maladie, parce qu'au final ça je pouvais rien y faire, mais que je me soulevais pour faire en sorte de profiter de la vie autant que je pouvais, même pendant ce protocole contre le cancer. C'était pas facile tous les jours, parfois j'avais juste pas de force, j'ai juste envie de rien, et les jours où ça allait un peu mieux, j'essayais de lister des petites choses que je faisais qui me faisaient plaisir. D'accord, donc du coup on trouve quoi sur ton blog? Alors sur mon blog on trouve mon partage d'expérience et des petits conseils. D'accord. Parmi ceux-là, on va trouver par exemple comment faire ses bagages à l'hôpital. Alors pour la petite anecdote, c'est partie des choses qui m'ont poussé à créer mon blog, parce que là je me suis dit c'est pas possible. Moi je me suis fait opérer de ma mastectomie, donc mon ablation mammaire. Déjà c'était un 1er avril, alors ça annonçait la blague. Je me suis opérée le 1er avril, c'était 2019. Et moi j'adore tout faire méticuleusement, donc j'avais fait ma valise un peu, j'avais mis un petit peu de tout, j'avais même pensé au bouquet si c'était bruyant, au petit masque s'il y avait plein de lumière, j'avais pensé à tout. Et par contre, le jour de ma sortie, du coup, faut savoir qu'après c'est assez difficile de bouger après l'opération, c'est bouger ou ne serait-ce que lever les bras. Ça je le savais pas, et au moment où j'ai voulu enfiler mon tulle, je me suis dit ça va pas être possible. Et du coup j'ai dû appeler une infirmière pour lui demander d'avoir une nouvelle chemise d'hôpital bleue et blanche, non pas parce que je pensais que c'était le nouvel accessoire de mode, mais c'était parce que c'était la seule chose que je pouvais mettre, quoi. Et j'avais pas pensé à prendre de chemise dans ma valise, parce que je savais pas que c'était plus simple d'ouvrir à quelque chose de devant. C'est pour ça d'ailleurs que après l'opération, quand on met des brassières, c'est-à-dire des brassières qui s'ouvrent par devant, c'est pas pour rien. Et voilà, donc par exemple on va trouver comment faire ses bagages à l'hôpital. Il y aura aussi plein de petits conseils sur par exemple comment est-ce qu'on fait pour entretenir sa perruque. Typiquement ça avant, moi je savais pas, c'est pas une question qu'on se pose. C'est pas une question qu'on se pose. Je vais aussi raconter par exemple comment se déroule une séance de radiothérapie, parce que c'est des mots où on se dit radiothérapie, irradiation de la peau, d'accord, mais comment ça se passe, quoi. Et donc voilà, c'est tout ce genre de petites choses qu'on va trouver dans mon blog. D'accord. Et ça, du coup, je l'ai entamé quand j'arrivais justement un peu à ma phase après cancer, je l'ai entamé, je l'ai rédigé environ à la moitié quand j'étais à la moitié de mon protocole. Donc j'ai lancé le site, et après du coup le blog aussi sur tous les réseaux sociaux. Et là j'ai vraiment envie de continuer à rédiger des articles. Alors ce sera plus à la même fréquence qu'avant, parce que plusieurs fois par semaine avec le travail ça va être compliqué. Mais j'ai envie de mettre au moins un article, j'espère toutes les 3-4 semaines. Donc tu as dû arrêter de travailler. Peut-être que cela a changé du coup tes priorités.
au final, je pense que la maladie, ça m'a fait recentrer sur l'essentiel. J'avais vu le film qui s'appelle Serendipity, qui a été créé par Pourrine Nouri, une artiste qui elle-même a eu un cancer du sein. Ouais. Et à un moment, elle dit dans son film documentaire que maintenant, ce qui est important pour elle, ce sont les piliers de la vie, c'est la santé. Parce que sans la santé, on n'a rien. L'amour et l'art. Et moi, alors, je pense que ça m'a un peu fait le même effet. Pour moi, maintenant, la santé, j'y consacre vraiment une part importante de mon quotidien. L'amour de ma famille et de mes amis, c'est devenu super important. Et moi, maintenant, c'est plus l'art, mais c'est vraiment ce fait de me dire, j'ai plus de limites, en fait. Enfin, pourquoi se mettre des barrières tout le temps alors qu'on a qu'une vie? Et en fait, tous mes repères ont été amenés à bouger avec la maladie. Déjà, les repères physiques, j'ai dû repartir, pas de zéro, mais j'ai dû repartir, j'ai dû remodeler tout ce qui venait à se créer. Et puis les repères psychiques, évidemment, ils ont évolué. Maintenant, je sais que je vais vraiment me recentrer sur l'essentiel. Je vais être même au travail, je sens que je vais être beaucoup plus productive parce que je sais maintenant sur ce qui est le plus important, et dans ma vie, c'est la même chose. D'accord. Alors j'imagine que tout ton protocole, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Non. Quels sont les grands défis que tu as rencontrés et comment est-ce que tu as réussi à les surmonter? Je pense que j'ai rencontré 2 grands défis. Le premier, ça a été celui du lâcher prise. Moi, je suis quelqu'un de nature très très stressée. Alors là, du coup, évidemment, le cancer, c'était une source de stress supplémentaire parce que c'était l'inconnu, ça me parlait pas. Tout était rempli de points d'interrogation. J'avais une liste de questions à chaque fois quand j'arrivais en rendez-vous avec mes docteurs qui était assez impressionnante. Je me suis dit, ça peut pas durer, en fait. Initialement, on m'avait annoncé 9 mois de protocole, au final, ça a été 1 an et demi. Mais je me suis dit, je peux pas passer, en fait, toutes mes journées et toutes mes nuits à stresser. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est les séances de psychomotricité que j'avais à l'Institut, donc avec une psychomotricienne. En fait, je faisais des exercices de relaxation, des exercices de mobilité pour réaligner le corps et l'esprit et se concentrer en fait sur soi, justement sur l'instant présent. Et ça m'a beaucoup aidé. Ouais, parce qu'en fait, tu maîtrises rien. Non, tu sais pas ce qui va se passer, donc c'est ça ce qui est difficile. Voilà, ce qui est difficile, c'est de se dire, je laisse ma santé entre les mains des docteurs et de la science, et moi, je me concentre juste sur moi et sur l'instant présent. Et puis au final, moi, je sais que je voulais beaucoup anticiper. Quand j'étais en chimio, je pensais à l'opération. Quand j'étais à l'opération, je pensais à la radiothérapie. Je pensais toujours à l'étape d'après. Et au final, j'ai réussi à me recentrer sur l'étape présente. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, d'arrêter de vouloir tout anticiper quand au final, on sait pas. Ouais, puis ça se passe pas forcément comme tu l'avais planifié, donc il faut se réadapter, en fait, systématiquement. Ouais, c'est ça, ouais, quand ça change, il faut se réadapter. Donc parfois, je me disais, pourquoi anticiper alors que ça peut changer? Il y a une marque qui s'appelle Même Cosmetics, parce qu'ils font des soins et du maquillage adaptés justement pour les femmes malades de cancer. Un jour, ils ont partagé une citation qui dit la vie, c'est d'apprendre à danser sous la pluie et pas que l'orage passe. C'est une citation de ce type-là, et je me suis dit, oui, c'est ça en fait. Faut que j'apprenne à avoir des petits moments à moi aussi de petits plaisirs au quotidien, même si c'est pas fun le cancer. Donc ça, c'était mon premier grand défi. Et mon deuxième gros défi, ça a été la phase d'après-cancer. Alors là, j'étais super surprise parce que au départ, quand j'étais en chimio, j'avais juste hâte d'être à cette ligne d'arrivée. Je pensais qu'à ça. Je comptais mes séances de chimio, la progression. Après, quand j'étais en radiothérapie, c'est la même. Et je comptais toute la progression. J'en suis à 5 sur 25. J'ai fait un 5e. Ouais. Alors, j'étais vraiment hyper excitée. Et au final, ma dernière étape de protocole, ça a été la chimiothérapie par voie orale. Ça, j'en ai eu 7 mois. Et au début de cette phase, donc je savais que c'était la dernière étape et qu'après, j'allais reprendre un cours de vie plus normal. Et j'ai commencé à avoir un coup de blues. Je me sentais pas bien. C'était aussi un moment où physiquement, mes cheveux avaient bien repoussé. Ça se voyait plus, en fait, que tout ce que j'avais traversé se voyait beaucoup moins. Et du coup, les autres pensaient que ça y est, c'était fini, alors que moi, déjà, je suis encore dedans parce que je prenais des médicaments tous les jours. Et j'avais peur, en fait. Pendant des mois et des mois, j'étais suivie toutes les semaines par mes docteurs. Et là, bientôt, j'allais être lâchée dans la nature, même suivi trimestriel et ensuite semestriel. Et j'avais sacrément peur et on m'avait pas préparée à ça.
On nous dit l'annonce du cancer c'est dur, mais on ne dit pas la phase d'après cancer c'est dur. Donc en plus j'étais oh là là, ça n'allait pas très bien. Et ça du coup c'était peu de temps après que j'ai lancé mon blog The Pooch Girls, et j'étais aussi sur les réseaux sociaux. Et j'ai beaucoup échangé avec d'autres personnes malades de cancer. Et en fait, j'ai réalisé que c'était normal d'avoir peur à ce moment-là. C'est étonnant parce que c'est vrai qu'on s'imagine que à la fin du protocole, effectivement, on doit être joyeux. Ça y est, c'est fini. Plus de médicaments, moins de suivi, moins besoin d'aller à l'hôpital, etc. Et en fait, visiblement, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Ouais, c'est ça. On est content. Enfin, moi, j'étais contente de me dire que j'allais pouvoir aller moins régulièrement à l'hôpital, mais j'avais peur c'était à moi en fait de reconstruire ma vie, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mes repères avaient changé, donc fallait que j'apprenne à remettre tous les repères que j'avais perdus aux nouveaux endroits que je voulais. Que j'apprenne aussi à retrouver un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, sachant que maintenant tout ce qui était temps pour moi, c'était devenu super important. Et j'avais sacrément peur. Et puis on se sent peut-être un peu seule du coup de se retrouver, parce que la maladie elle a quand même été là, elle a laissé des séquelles. Peut-être qu'on se retrouve aussi seule. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, mais c'est ça, tout à fait, parce que au final je me rappelle quand je suis revenue au travail, en fait c'était génial, mais en fait c'est comme si je faisais comme si ça n'avait pas existé en fait, alors que pour moi ça m'a énormément marqué. J'ai fait des cicatrices, qu'elles soient physiques et psychologiques, et du coup je me dis c'est aussi le moment où on accuse de tout, genre j'ai vécu tout ça quoi. Quand on est dans le feu de l'action, on pense toujours à la prochaine étape, et puis là c'est ensuite de faire le bilan de tout ce qui s'est passé, de passer outre cela pour avancer, mais c'est une phase de transition qui prend du temps. Et aujourd'hui t'en es où par rapport à la maladie? Tout est fini? Tu es tranquille? Ouais, aujourd'hui, du coup, j'ai fini toutes les stades de mon protocole. D'accord. Et donc, maintenant, j'ai des rendez-vous de suivi, donc trimestriels pendant 2 ans, et puis semestriels ensuite. Ok. Donc, si je comprends bien, tu as repris ton travail? Oui, tout à fait. Du coup, là, j'ai repris mon travail suite à la fin de ma chimio orale, et puis ma dernière opération, du coup, puisque j'ai choisi de faire une mastéctomie prophylactique, donc l'ablation mammaire du sein qui n'était pas malade en prévention. D'accord. Comme j'ai du coup le gène muté BRCA1, c'est quelque chose qui est possible. Et suite à la période de convalescence du coup de cette opération-là, j'ai pu reprendre le chemin du travail du coup que j'avais avant. Donc c'était bien parce que je revenais aussi en terrain inconnu. Donc c'était bien de retrouver mes collègues que j'avais déjà avant, qui étaient super bienveillants. J'étais contente de les retrouver. J'ai repris petit à petit, progressivement, et ça se passe très bien, et ça me fait du bien de redémarrer dans une dynamique. De reprendre ta vie, de reprendre une vie, après cette grosse parenthèse. Alors tu disais que tu avais subi une mastectomie préventive. J'imagine que ça a dû être une décision difficile à prendre. Oui, c'est dur. Les médecins font leurs recommandations, après évidemment on choisit de les suivre ou pas. Mais oui, c'était très dur de se dire que je vais mutiler encore une nouvelle partie de mon corps, parce que c'était plus raisonnable pour ma santé, puis surtout que j'aurais pu ne pas le faire et attendre. Mais déjà je pense que j'aurais eu sûrement pas plus de peur dans ma vie. Et puis si c'est pour dans quelques années apprendre que j'ai un nouveau cancer dans l'autre sein, m'en repasser par tout ça, franchement c'est lourd, c'est la vie qui est mise en parenthèse, même si comme je le disais, j'ai essayé de faire des choses pour profiter autant que je pouvais, mais j'aimerais bien mettre ça vraiment de côté, donc je préférais faire cet acte-là en prévention, même si c'était très difficile pour moi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la Carole d'avant le cancer? Je dirais plusieurs choses. Déjà, je dirais d'arrêter de s'inquiéter pour rien. Là, je suis vraiment dans une dynamique où j'ai envie de profiter au maximum, et je me rends compte que je me prends souvent la tête pour des futilités et pour des choses qui ne comptent pas. Et je dirais que c'est super important vraiment de définir ses priorités dans la vie, savoir ce qui compte vraiment, ne pas remettre au lendemain ce qui compte vraiment, parce qu'au final tout peut basculer très vite. Et puis surtout qu'elle aura le courage de surmonter une des plus grosses difficultés qu'elle va rencontrer dans sa vie. Aussi, ouais. Et je sais pas si c'est du courage, parce qu'au final, en fait, on n'a pas le choix que de se battre
contre le cancer quand ça nous tombe dessus. Mais ouais, je lui dirais qu'elle fera ça bien en tout cas parce qu'elle continuera à garder son sourire et ça c'est important. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent? Alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais je veux vraiment insister dessus. Enfin, pour mon conseil, ce serait vraiment de ne pas hésiter à échanger avec d'autres personnes malades de cancer. Aujourd'hui, il y a plein de moyens. Ça peut être, par exemple, via les hôpitaux, là où on est soigné. Ouais. Parfois, des espaces recherche et information qui organisent des ateliers pour se rencontrer. Ça faut vraiment se renseigner. Tu as été soignée où, toi? Moi, j'ai été soignée à l'Institut Curie. D'accord. Et à l'Institut Curie, alors moi, j'étais en 5e. Mais si je dis pas de bêtises, celui qui à Boulogne, lui, organise justement des échanges, des rencontres. D'accord. Ça, je pense que ça fait partie des choses qui sont possibles. Moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est tout ce qui est échange vraiment via la communauté en ligne. Oui. Donc, notamment surtout sur Instagram, qui est super bienveillante, qui est top. J'ai rencontré plusieurs personnes avec qui je parlais sur Instagram et ça aussi, c'était top de pouvoir se rencontrer dans la vraie vie. Ouais. Et tous ces échanges en ligne, c'était juste superbe parce que du coup, on s'entraidait toutes, on répondait à nos questions avec plein de bienveillance. Et il y avait aussi du rire et parfois on discutait aussi d'autres choses, c'était pas non plus que la maladie. Et aussi, après on peut aussi échanger avec d'autres personnes avec des associations. Moi typiquement avec la Soskin, du coup j'ai échangé avec plein d'autres personnes lors des ateliers, sculpture, théâtre. Ça, franchement, aussi, c'est très bien. Ouais. En fait, l'idée, c'est de pas rester seul face à la maladie et de s'entourer de sa famille, mais aussi d'autres gens qui vivent la même chose. Voilà, ouais. Parce que même si on a ne pas rester seul et s'entourer de personnes qui ont vécu la même chose, même si on a déjà un entourage très présent, parce que ça apportera d'autres choses. Un regard qui comprend plus que quiconque ce qu'on dit, et ça, c'est super important. Okay. Et ne pas hésiter du coup à sauter le pas avec l'art parce que produire des choses, des réalisations artistiques qui sont belles, ça fait un bien fond. Bien sûr. Même si des fois si des fois il y a des ratés. C'est pas grave, on fait autre chose, on découvre. C'est ça, mais les ratés font souvent de très belles choses donc. Et écoute, merci beaucoup Carole pour ton témoignage et puis je te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup.